Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'éducation aux médias et à l'information. Comme vous le savez, il est d'usage de considérer que toutes sortes de disciplines participent à cet objectif général, mais le plus souvent, on pense que l'enseignement scientifique ne joue pas dans cette affaire un rôle majeur. Et je voudrais essayer de vous convaincre aujourd'hui du fait qu'au contraire, l'enseignement scientifique peut être très important pour parler d'enseignement, d'éducation aux médias et à l'information. Je vais le faire en prenant tout d'abord un exemple. Je vous propose la situation de classe suivante, situation très banale. Un professeur de SVT a choisi d'aborder avec ses élèves la question du danger des séismes pour les populations humaines. Supposons qu'il a prévu toute une série de documentations pour ce faire, et qu'en particulier, il a prévu de présenter une photographie prise récemment à Katmandou, après le dernier grand séisme dont tout le monde a entendu parler. C'est une photographie qui présente de manière d'allure très objective une réalité concrète, et on n'a pas l'impression qu'elle nécessite une analyse critique extrêmement poussée. Pourtant, je voudrais vous convaincre que c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Cette photographie, d'abord, c'est un rectangle de dimension réduite, de quelques centimètres de côté, alors qu'elle représente une scène qui fait quelques dizaines de mètres de côté, peut-être même quelques centaines de mètres. On a donc une réduction considérable de la taille de ce qu'on observe. D'autre part, c'est une photographie sur une feuille de papier, à plat, en 2 dimensions, alors que la scène réelle était évidemment en 3 dimensions. On a donc perdu complètement la vision de l'espace, la dimension, les 3 dimensions de l'espace nécessaires pour bien comprendre ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas tout. On n'a plus les odeurs, on n'a plus la poussière, on n'a même plus le temps, sauf s'il est incrusté sur l'image, mais on n'a même pas la date, on n'a pas l'heure. On n'a pas les émotions des personnes qui sont présentes sur la scène et photographiées, peut-être des cris. Donc on a perdu toute une série de choses qui pourtant font des éléments constitutifs de la scène réelle qui sont essentiels pour comprendre cette scène réelle. Mais après tout, on pourrait se dire, finalement on est habitué à voir des photographies, et ce type de décalage entre la réalité et la photographie, c'est quelque chose d'assez banal. Mais il y a un deuxième aspect qui est encore plus important. Cette photographie, on l'a trouvée dans la grande presse. Imaginons comment elle a été prise. Un reporter, sans doute, est allé sur place, accompagné d'un photographe qui a pris un certain nombre de photographies. Qu'était venu faire ce reporter? Il était venu rendre compte des dégâts du séisme. Il a donc demandé à son photographe de prendre des photos montrant bien les dégâts du séisme. Le photographe n'a pas pris des photos au hasard dans toutes les directions à Katmandou et il n'en a pas tiré une au sort pour la mettre sur la page de journal. Il avait une intention en prenant cette photographie, et cette intention, elle a quelque chose à voir avec le projet du professeur. Le professeur veut présenter les dégâts posés par le séisme, et le photographe a choisi une photographie mettant bien en évidence les dégâts provoqués par le séisme. Autrement dit, le regard du photographe était un choix, la photographie était donc un choix fixé sur pellicule ou sur fichier informatique, et comme en plus dans l'ensemble des fichiers, un deuxième choix a été assuré pour choisir la photo la plus démonstrative, on voit bien qu'au lieu d'être la représentation très objective d'une réalité, cette photographie était en réalité la représentation du choix de regard du photographe qui a décidé de photographier un point particulier de la scène avec une intention qui était de montrer quelque chose de particulier. Alors, tout ça n'est pas très grave, encore une fois, dans un cas comme celui-là, sauf que, après tout, qui me dit qu'on n'a pas photographié le seul bâtiment écroulé de Katmandou?
auquel cas on aurait une vision extrêmement biaisée de la réalité. Qui me dit même que ce pauvre bâtiment écroulé dans une ville tout de même qui n'était peut-être pas avant le séisme en très très bon état, qui me dit qu'il s'est vraiment écroulé à l'occasion du séisme? Donc j'ai plusieurs raisons qui font que, peut-être, après tout, la réalité qu'on me montre est assez loin de la réalité réelle. Je peux même aller encore un petit peu plus loin, parce que, après tout, on pourrait même imaginer que cette photo est un montage. Peut-être pour économiser un billet d'avion, a-t-on pris une photo de Katmandou d'archives, a-t-on fixé sur une photo de Katmandou d'archives une photo de bâtiment écroulé pris dans la banlieue parisienne, et a-t-on ainsi constitué une magnifique photo des dégâts du séisme provoqué à Katmandou. Donc, finalement, quand je regarde la photographie elle-même, je ne suis pas absolument sûr de grand-chose. Et pour être absolument sûr de pouvoir argumenter scientifiquement là-dessus, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Il faut en gros que 2 types de conditions soient remplies, et c'est là que nous rejoignons les questions d'éducation aux médias et à l'information. La première de ces conditions, c'est qu'il faut que j'ai un minimum confiance dans ce qu'on est en train de me montrer. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai confiance dans la source. Et la première des choses, quand on s'intéresse à un média, c'est de savoir quelle est la source, et est-ce que c'est une source digne de confiance. Voilà un premier point d'éducation aux médias qui est absolument fondamental. Si j'ai trouvé cette photographie dans un journal sérieux, je vais être peu enclin à penser que c'est un photomontage dans le garage du photographe. Et puis, en dehors de cette question de confiance, je peux aussi chercher dans la photographie un certain nombre d'indices objectifs qui me permettent d'apprécier vraiment, cette fois-ci avec des indices quasi policiers, qui me permettent de vérifier que, en effet, je repère là tel indice qui me fait penser que je suis bien à Katmandou, que c'est bien à la bonne époque, que c'est bien après le séisme que les choses se sont passées. Donc, vous voyez, je peux donc mettre en évidence que la simple présentation d'une photo anodine de séisme nécessite à la fois une réflexion sur la fiabilité de la source et une réflexion sur les indices objectifs qui permettent de vérifier qu'on n'est pas en train, en quelque sorte, de nous mener en bateau. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que finalement, à partir de cette éducation aux médias faite ainsi avec cette photographie, on essaye de construire une vraie éducation aux médias qui cherche à éviter deux dérives opposées. Il s'agit de faire en sorte que l'on évite à la fois ce que j'appellerais la dérive crédule, c'est-à-dire le fait que quelqu'un qui ouvre un média croit, gobe, allais-je dire, tout ce que l'on y trouve, sans aucun esprit critique, et c'est évidemment ça que l'on cherche à éviter. Mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que, voulant développer l'esprit critique, on pourrait provoquer la naissance d'une sorte de scepticisme généralisé, consistant à dire on ne peut rien croire de ce que l'on voit dans les médias, ni peut-être d'ailleurs nulle part, et donc on sait bien que ce scepticisme généralisé conduit tout à fait directement aux dérives de la théorie du complot, qui est d'une existence extrêmement générale. Après tout, il y a bien des gens pour prétendre qu'il n'y a jamais eu aucun être humain sur la Lune. Pourquoi n'y en aurait-il pas pour affirmer qu'il n'y a jamais eu de séisme à Katmandou? Donc nous venons de voir qu'il faut quelques précautions pour étudier une photographie comme outil d'argumentation scientifique. En réalité, ça n'est qu'un cas particulier de quelque chose de très général. Quasiment tout ce que l'on utilise en sciences de la vie et de la Terre pour argumenter son propos doit être pris avec le même type de précaution. On regarde une carte géologique qui semble décrire la répartition des terrains de manière là aussi tout à fait objective. Mais cette carte géologique, elle a un auteur, elle est signée, c'est donc bien l'œuvre de quelqu'un, c'est donc pas la réalité absolument objective.
Un résultat expérimental, c'est certes là aussi quelque chose de très objectif, mais si on ne le regarde pas avec quelques précautions, comme par exemple celle de se demander quelle est la signification statistique du résultat en question, eh bien on voit bien qu'on n'arrivera pas à lui donner un sens véritable. Un échantillon même, lorsque l'on pose sur la table d'un élève un morceau de granit pour le lui faire étudier, eh bien, tous les professeurs de SVT savent que quand ils se promènent dans la nature, ils sont à la recherche de ce qu'ils appellent eux-mêmes l'échantillon pédagogique. C'est-à-dire qu'ils ne ramassent pas les cailloux au hasard, ils ramassent les échantillons qui vont leur permettre de prouver ce qu'ils ont envie de prouver avec l'échantillon. Donc là aussi, il y a un choix, et donc il y a finalement beaucoup de subjectivité dans le fait objectif que l'on présente aux élèves. Voilà. Alors, que vous dire au total? Vous voyez que, de quelque façon qu'on le regarde, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enseignement scientifique a quelque chose à voir avec l'éducation aux médias, l'utilisation des médias a quelque chose à voir avec l'enseignement scientifique, et donc j'ai peut-être répondu à la question initiale.